coup, si vous souhaitez revoir plus tard cette session, elle sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'Académie de la cheville. Et deuxième information, je vous le dis déjà, vous avez un petit onglet questions en bas et à droite de votre écran. Donc je vous invite à poser tout au long de la présentation vos questions par écrit. Et puis à la fin de la présentation de Brice Picot, nous ferons une petite session questions-réponses. Alors, avant de passer la parole à Brice, bon, ceux qui suivent depuis un moment l'Académie de la cheville commencent à connaître un peu le principe, hein. C'est pour ceux pour qui c'est la première fois, comme dirait la jeune mariée. L'Académie de la cheville, c'est un ensemble de formations en ligne destinées donc aux professionnels de la prise en charge des pathologies de la cheville. Ces formations sont dispensées par des experts de la cheville, médecins, chirurgiens, biomécaniciens ou kinés comme ce soir. Et ces gens, ils ont tous en commun d'être un peu spécialistes et impliqués dans les solutions thérapeutiques autour de la cheville. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vais laisser la parole à Brice Picot, donc kiné du sport, membre du bureau de la SFNKS, kiné à la Fédération du handball, qui va nous parler ce soir de l'entorse de cheville et la reprise sportive, et plus particulièrement quels sont les tests accessibles aux thérapeutes dans leur pratique. Et ben voilà, à Brice. Bien, merci. Bonsoir à tous. Merci à nouveau à l'Académie de la cheville pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir. Donc ce soir, comme l'a dit Benjamin, on va évoquer la problématique de la reprise sportive, du retour sur le terrain après l'entorse de cheville. Alors c'est un sujet qui est bien d'actualité, qui est assez vaste et complexe. Et ce soir, l'objectif, ça va être de faire un état des lieux, des différents types de mesures, quels sont les outils, quels sont les paramètres quantifiables, objectivables, quelles sont les mesures qu'on peut utiliser dans notre pratique de tous les jours, au cabinet principalement, pour guider la reprise du sportif et le retour sur le terrain. Alors pourquoi c'est un problème, entre guillemets? Parce que pour tous ceux qui sont confrontés à des sportifs, arrive systématiquement la question qui est quand est-ce que je reprends? Quand est-ce que je retourne sur le terrain? Ou alors ça peut être j'ai un match dans 3 semaines, dans 6 semaines, est-ce que je pourrais rejouer ou pas? C'est la question à laquelle on est systématiquement confronté quand on a affaire à des sportifs. Et souvent, en tant que praticien, on est un peu embêté pour répondre à cette question. Tout simplement parce qu'en général, on n'a pas d'outils, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de mesures, on n'a pas d'éléments objectifs à lui apporter à notre sportif, et on est bien embêté pour répondre à cette question. Donc l'objectif de ce soir, encore une fois, ça va être d'apporter des nouveaux éléments, ou des nouveaux éléments qui vont permettre de nous guider un petit peu et de quantifier les choses, puisqu'on va voir que la notion de subjectif, se rapporter sur les sensations du patient, et bien souvent ça pose problème parce que c'est pas suffisant, et le problème de la récidive de l'entorse de cheville, il est souvent lié à un manque d'éléments objectifs qui nous permettent de décider correctement du retour sur le terrain. Alors pour ceux qui ont suivi les dernières présentations de l'Académie de la cheville, on avait évoqué ensemble les grades qui sont très cliniques, qui ont été développés par l'équipe de Mariaropoulos là, en 2006, qui sont très intéressants puisqu'ils sont facilement utilisables en clinique. On peut classer les entorses de cheville selon ces grades-là. Mais ce qui m'intéresse plutôt ce soir, c'est la deuxième partie de la publication de cette équipe, qui nous montre que, c'est la partie droite du schéma qui est entourée en bleu là sur le tableau, qui nous montre que ces grades-là, une fois qu'on a classé l'entorse de cheville en 4 grades, eh bien ces grades nous donnent plus ou moins, alors vous voyez qu'il y a un petit écart-type, mais ce qu'on appelle un FRT. Donc FRT dans cette publication, c'est Full Rehabilitation Time, avec l'accent, sous-entendu le délai de reprise complète, de fin de rééducation. Et cette classification de Malariopoulos nous donne, en fonction du grade, eh bien, le délai de reprise, qui est plutôt fiable, puisque vous voyez un écart-type qui est relativement faible sur une population de plus de 270 athlètes, avec pour un grade 1, toujours selon sa classification, eh bien, une semaine, à plus ou moins 2 jours. Pour un grade 2, eh bien, on est aux alentours de 2 semaines, là encore à plus ou moins 2 jours. Pour un grade 3A, on est à 1 mois, plus ou moins 3 jours, et pour un grade 3B, on est à 1 mois et demi, 2 mois, plus ou moins 5 jours. Donc cette classification, c'est un premier outil relativement fiable. Alors ça suffit pas, hein, là on a juste une idée du délai de
de retour au sport en fonction du type de rééducation, mais c'est une première indication sur laquelle on peut se baser pour pouvoir donner un premier élément de réponse à notre sportif. Par contre, ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas de chiffre fiable, il n'y a pas de quantification, il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin. Si vous avez suivi les présentations de l'Académie de la cheville, vous avez dû écouter François Fourchet qui vous a parlé de ce papier qui a été fait en 2016 et qui est un consensus de la littérature sur les critères de retour au sport, ce qui nous intéresse ce soir, mais de manière plus générale. Si on lit ce papier, il nous indique un petit peu les différents critères sur lesquels doit se baser le praticien pour décider du retour au sport. Il est plutôt bien fait. Puis à la fin de ce papier, il y a une liste de pathologies sportives fréquentes. Alors on parle du croisé, on parle de la rupture de coiffe, on parle des tendons d'Achille, mais il n'y a aucun paragraphe, rien du tout, en ce qui concerne l'entorse de cheville. C'est problématique parce que c'est la pathologie la plus fréquente et on n'a pas d'éléments par rapport à ça. Donc on est un petit peu embêté et il faut, à mon avis, prendre ça dans le sens où eh bien, on est limité parce que, je l'ai déjà dit, mais les déficits qui sont liés à l'entorse de cheville sont difficilement objectivables si on ne va pas se pencher sur la littérature. Par exemple, sur une lésion musculaire, on a l'examen clinique qui est relativement intéressant pour décider si oui ou non on reprend la course, par exemple. La palpation, la contraction musculaire, si elle est douloureuse, va nous indiquer un refus du retour au sport. Sur l'entorse de cheville, sur la problématique de l'entorse de cheville, c'est plus compliqué que ça et on a du mal à se baser uniquement sur la clinique. Alors, une petite parenthèse, vous voyez ici c'est écrit RTP ou RTS, pour ceux qui s'intéressent à la littérature scientifique, c'est les deux acronymes qu'on utilise pour parler de reprise sportive. RTP signifie Return to Sport, RTS, et RTP, désolé, c'est Return to Play. C'est en général les deux acronymes qu'on utilise pour parler de retour sur le terrain. Alors je le disais, pour comprendre comment et quand est-ce qu'on peut remettre le patient sur le terrain, il va falloir essayer de quantifier les choses. Il va falloir essayer de quantifier les déficits qui sont liés à l'entorse de cheville et qui sont résumés sur cette diapo-là. Donc on a la douleur, l'œdème, les plus facilement objectivables, une limitation d'amplitude de flexion dorsale, un déficit proprioceptif, une perte de force des éverseurs, une altération de l'activité neuromusculaire, un déficit du contrôle postural, et puis on peut avoir également d'autres faiblesses musculaires qui sont plus proximales, je pense par exemple aux abducteurs de hanche. Alors, une entorse de cheville ne conduit pas systématiquement à l'ensemble de ces déficits, mais peut en partie créer certains déficits, voire tous. Ce qui est intéressant, c'est que ces déficits-là, ce sont les facteurs de risque principaux de récidive de l'entorse de cheville. Le problème du retour sur le terrain, la gestion de retour sur le terrain, c'est d'être capable d'éviter la récidive. Si on laisse un déficit, on laisse un facteur de risque majeur de récidive et on a des risques de surblessure derrière. Donc si on arrive à évaluer, à paramétrer, à quantifier ces déficits et qu'on est sûr que notre joueur ne présente plus ces déficits, eh ben on a toutes les chances de pouvoir le remettre sur le terrain avec les conditions optimales pour pouvoir éviter la surblessure. Alors cette présentation, elle va être orientée en deux parties. Dans un premier temps, des tests qui sont facilement accessibles, que vous connaissez tous pour la plupart, avec des éléments qui sont facilement mesurables, sans trop d'outils. Avec la plupart des choses que vous avez dans votre cabinet, vous pouvez le faire. Ce sont des outils relativement fiables. Donc on a la mesure de la douleur, la mesure de l'œdème, je passerai très rapidement là-dessus. On a ensuite la mise en place de questionnaires. Alors on verra qu'il y en a tout un tas. Il y en a qui sont plus ou moins validés. Et il y en a quelques-uns qui sont très très intéressants pour le suivi de l'athlète blessé au niveau d'une cheville. On a la mesure de l'amplitude articulaire en flexion dorsale de cheville. Et puis on a des hop tests. Alors il y en a 150 000 des hop tests. On en verra quelques-uns qui sont très intéressants dans la reprise à la suite de l'entorse de cheville. Et puis dans un deuxième temps, on va voir d'autres tests, une proposition de tests sensorimoteurs qui eux demandent un petit peu plus d'outils pour faire ces mesures, parce qu'on va être beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique sur les déficits liés à l'entorse de cheville. On va voir la performance posturale, on va en parler. On verra comment on évalue la faiblesse musculaire, notamment des muscles éverseurs de la cheville, et puis comment on évalue la proprioception spécifique de la cheville. Il va nous falloir des outils un petit peu plus poussés, mais qui sont accessibles également pour le praticien. Donc on va commencer par les tests simples. Je vous ai dit que j'allais passer très vite sur la douleur et l'œdème, puisque la douleur, ça se mesure assez facilement avec une EVA. La douleur, elle interdit
la reprise sportive dans la plupart des cas. Même chose pour le DEM, ce sont deux paramètres qui vont nous limiter dans le choix du retour sur le terrain, ou en tout cas qu'il va falloir contrôler avant de passer à l'étape supérieure, parce que évidemment le retour sur le terrain, ça se fait pas du tout ou rien, c'est par étape. Et le contrôle et la gestion de la douleur et de l'œdème, via des mesures de VA ou des mesures centimétriques, via par exemple le figure 8 test, le figure 8 mesure que vous connaissez, qui date de 79, qui n'est pas tout jeune, nous permettent de contrôler un petit peu tout ça. Donc c'est des paramètres que tout le monde connaît bien, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, on pourra en reparler éventuellement. Je vous ai parlé des questionnaires. Alors des questionnaires, il y en a tout à part. Nous, on va s'attarder sur trois outils, trois instruments de mesure, trois questionnaires rapportés, auto-subjectifs, auto-rapportés, que sont le A2I, donc l'Ankle Instability Instrument, qui est un test pour permettre de classer les patients en fonction de leur niveau fonctionnel, et il va nous dire ce test si oui ou non notre patient est en situation d'instabilité chronique de cheville ou non. C'est un test qui est très utilisé dans la recherche scientifique, qui permet d'inclure des patients dans la recherche si on veut les considérer comme étant instables chroniques ou non. Alors il n'est pas validé en français, mais la version française, en fait c'est des questions qui sont très simples, très directes, j'en ai un exemple tout à l'heure, on pourra en parler. Il n'y a pas de double sens, il suffit qu'il y ait 5 réponses positives pour considérer que notre sujet il est en situation d'instabilité chronique de cheville, donc pour l'instant on ne le remettra pas sur le terrain. Deuxième questionnaire, qui est lui validé en français, c'est le FAM, le Foot and Ankle Ability Measure, qui mesure les paramètres fonctionnels lors des activités de la vie quotidienne et lors des activités physiques et sportives. Et si notre sujet présente un déficit supérieur à 10% dans les activités de la vie quotidienne ou supérieur à 20% dans les activités physiques et sportives, et bien on va considérer qu'il est encore en situation d'instabilité et qu'il est du coup pas prêt à retourner sur le terrain. Je vous l'ai dit, cette version, le FAM est validé en français. Et le dernier test qui est extrêmement intéressant dans le suivi d'un patient qui arrive au cabinet à la suite d'une entorse de cheville, c'est le LEFS, le Lower Extremity Functional Scale, qui lui aussi a été traduit en français assez récemment, en 2010, par une équipe canadienne de mémoire, et qui du coup en français s'appelle le EFMI de mémoire pour échelle fonctionnelle du membre inférieur. C'est un test qui est extrêmement intéressant, qui nous permet de suivre le patient sur toute la durée de la rééducation et qui nous permet d'avancer, puisqu'on a ce qu'on appelle une DMCI, une différence minimale cliniquement intéressante, qui est à 9 points, qui nous permet de voir si notre patient, entre guillemets, il est correctement rééduqué, en tout cas il termine sa rééducation. On y reviendra si vous voulez un peu plus tard. Alors il y a une publication très intéressante pour ceux qui sont intéressés par les entorses de cheville, que je vous invite à lire, qui date de 2013 et qui fait l'état de toutes les connaissances qu'on a sur la notion de déficit et sur la notion de rééducation de l'entorse de cheville. C'est le groupe de Robroy et Martin qui est ici, avec deux paragraphes intéressants. Un qui nous explique que le FAM que j'ai développé tout à l'heure, il a un grade 1 de preuve scientifique sur son utilisation sur la suite d'une entorse de cheville. Et le LEFS, que je vous ai décrit juste avant, il a un grade 2, donc très très intéressant également, qui nous permet de suivre le patient. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà deux tests très précis qui vont nous aider à quantifier les scores fonctionnels, les aptitudes fonctionnelles de notre patient. Toujours sur les tests qui sont facilement utilisables en cabinet, un qui est souvent oublié alors qu'il est fondamental, c'est la mesure de l'amplitude de flexion dorsale de cheville. Et le test en charge, comme il est représenté ici, avec le genou qui vient toucher le mur en gardant le pied à plat, et on mesure la distance entre le mur et l'orteil. Ce test-là nous permet d'évaluer en controlatéral si on a un déficit d'amplitude de flexion de cheville. Et là encore, ce déficit d'amplitude, il est fondamental à mesurer, puisque c'est un des facteurs principaux de récidive. Au passage, donc c'est une mesure qui est validée, au passage, ce test nous permet également de savoir si cette amplitude de flexion est plutôt liée à un talus qui serait antérieur, qu'il faudrait postérioriser. C'est donc une limitation d'amplitude lorsque le genou est fléchi, et souvent le patient il vous décrit une douleur sur la partie antérieure du coup de pied, là. C'est souvent un talus antérieur. Ou alors, si on a une perte de flexion dorsale de cheville, genou tendu, et bien là on est plutôt dans le cas d'une hypoextensibilité du triceps sural ou un raccourcissement, et là encore c'est un facteur de risque principal de récidive des entorses de cheville. Donc c'est un paramètre extrêmement facile à mesurer et qui est fondamental, qu'il ne faut absolument pas oublier. Ensuite on a les hop tests. Alors des hop tests, je vous ai dit, il y en a tout un tas.
Moi, il y en a deux que j'utilise qui sont, de mon point de vue, assez intéressants, déjà parce qu'ils sont validés, et ensuite parce que ils sont facilement mesurables, et pour le patient, on a un retour tout de suite, il se rend compte très vite s'il est limité ou pas. Celui sur votre gauche, c'est ce qu'on appelle le lateral hop test, donc le patient, il est en appui monopodal sur la cheville saine. On met une marque sur la pointe de départ, on lui demande de faire 3 sauts latéraux, donc c'est les figures A, B, C, D, et arrivé sur le dernier saut, le troisième saut latéral, on demande au patient de changer d'appui, de passer sur sa jambe instable, sa cheville, en tout cas sa cheville qui a été lésée, et on lui demande de revenir par 3 sauts latéraux à nouveau. Et on vient mesurer la distance entre le point de départ, donc la ligne blanche, et puis la zone d'arrivée ici. Ça permet au patient très rapidement de se rendre compte si oui ou non il a une limitation, et pour le kiné, on n'a pas forcément besoin de mesure, mais on peut aller mesurer cette différence, voir si elle se raccourcit avec le temps, mais visuellement, il est très simple et il n'est pas compliqué à mettre en place. Et on a la même chose sur le forward up test, où là, on part sur la jambe saine, on fait 3 sauts vers l'avant, on fait demi-tour, on demande au patient de changer d'appui et de revenir avec sa jambe touchée, sa cheville touchée, sur la position initiale. Et là, encore une fois, on mesure la différence entre la position de départ et la position d'arrivée, et puis on regarde si on a une limitation. Donc c'est deux tests qui sont assez intéressants pour nous guider, là encore, dans le retour dans la reprise sportive. Je vous invite à lire le papier de Richie et Isadi, là, qui est assez récent, qui fait état d'un petit peu tout ce qu'on va pouvoir voir un petit peu ce soir, et d'autres choses également. Voilà pour les choses facilement utilisables, sur lesquelles on n'a pas besoin d'outils particuliers. C'est des tests simples, qui nous donnent des valeurs. Encore une fois, la notion de quantification nous permet de dire, ben là, il est en situation de reprise, ou non, il n'est pas encore en situation de reprise. Et pour le patient, pour le médecin, pour le coach, on a des éléments intéressants déjà, chiffrés, en disant oui ou non, c'est trop tôt pour la reprise. Là, on va aller un petit peu plus loin, on va voir un ensemble de propositions de tests dits sensorimoteurs, donc qui vont permettre de mesurer des capacités neuromusculaires et plus précisément des capacités spécifiques de la cheville. On va voir ça ensemble. Pour ceux qui ont suivi la présentation de Romain Terrier sur une des dernières académies de la cheville, il vous a parlé de ce papier, une revue de littérature de McKeown et Hertel, là, sur les notions de contrôle postural, déficit du contrôle postural. Et pour ceux qui l'ont suivi, vous vous rappelez que ces déficits de contrôle postural ne peuvent pas mettre en évidence de gens en situation d'instabilité chronique de cheville. Par contre, il avait précisé que pour des gens qui venaient de se faire une entorse de cheville, ce qu'on appelle un acute ankle sprain, eh ben, on a des déficits qui sont marqués. Ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'à l'aide d'une plateforme posturale, on peut mettre en évidence un déficit de contrôle postural tout de suite après une entorse de cheville. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que ce déficit de contrôle postural, il est le plus souvent bilatéral, sur la cheville touchée et sur la cheville saine. En général, ce déficit disparaît au bout d'une semaine sur la cheville saine, et par contre, il faut attendre minimum 4 semaines pour pouvoir voir une disparition de ce déficit de contrôle postural sur la jambe instable. Enfin, sur la cheville touchée, pardon. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que cet outil de mesure posturale orthostatique, d'outil de plateforme de force, ce ne sera pas forcément un outil intéressant, puisque la notion de contralatéral, de mesure contralatérale, peut être biaisée. Donc si vous avez des données avant la blessure, ce serait extrêmement intéressant. Si vous n'avez pas de données avant la blessure, vous ne pourrez pas vous baser sur le côté sain, puisque le côté sain est aussi touché par un déficit de contrôle postural. Donc c'est un outil qui n'est pas forcément intéressant pour ceux qui ont des plateformes de force. Vous pouvez essayer de suivre ça sur les premières semaines, mais on est assez vite limité par cette notion de contrôle postural. Je passe très rapidement sur le time to boundary que Romain a dû évoquer également, qui est un paramètre qu'on utilise beaucoup en laboratoire, mais qui dans la pratique clinique est compliqué à utiliser, puis qui en plus est plutôt spécifique de l'instabilité chronique de cheville. Donc je passe assez vite, on y reviendra là-dessus. C'est un paramètre sur les plateformes de force qui nous intéresse un petit peu moins. Ensuite, on va parler un petit peu plus longtemps de ce fameux Star Excursion Balance Test, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus. Ceux que ça intéresse, il y a un webinaire de l'Académie de la cheville consacré au Star Excursion Balance Test qui est très bien fait par Romain Terrier. Juste pour mémoire, ce Star Excursion Balance Test permet de mesurer le contrôle dynamique global du membre inférieur. En l'occurrence, sur mes deux images ici, on teste la cheville droite de la joueuse. Pardon, on teste le membre inférieur droit de la joueuse et non pas la cheville.
et il va nous donner un score, ce Star Excursion Balance Test. Et s'il est inférieur à 94% de la longueur complète du membre inférieur, ben on a un énorme risque de blessure sur cette joueuse-là. Par contre, et j'insiste là-dessus, ce Star Excursions Balance Test, il n'est absolument pas spécifique de la problématique de la cheville. Il nous donne un score global du membre inférieur. C'est pour ça que je me suis repris tout à l'heure. Je dis une bêtise, c'est pas spécifique de la cheville, c'est uniquement sur le membre inférieur. Par contre, c'est pour ça que Romain Perrier avait toute la légitimité pour vous parler du Star Excursion Balance Test, on peut rendre spécifique ce test en utilisant un dispositif qu'on place au niveau de la cheville qui va déstabiliser la cheville et qui va rendre ce test spécifique de la cheville avec un score qui est abaissé à 82%. Donc je vous invite à aller voir ces travaux-là ou le webinaire qui est consacré à ce Star Excursion Balance Test modifié qu'on appelle le Y Balance Test. Voilà pour le test postural fonctionnel, on pourrait l'appeler. En ce qui concerne la force des éverseurs, on a vu tout à l'heure que un des facteurs principaux, un des déficits principaux de l'entorse de cheville, et du coup un des facteurs principaux de récidive, c'est la faiblesse des éverseurs, la perte de force des éverseurs. Eh bien, le gold standard pour venir mesurer ce paramètre-là, cette faiblesse des éverseurs, ou la faiblesse musculaire en général, c'est souvent l'isocinétisme. Il semblerait, et là je vous réinvite à regarder à nouveau un webinaire spécifique sur la mesure des éverseurs, ou d'aller directement chercher le papier de Romain Perrier là, de 2017, qui nous montre que en ce qui concerne la cheville, et notamment les entorses de cheville, la pathologie de l'instabilité chronique de cheville, ben, l'isocinétisme ne soit pas capable, en tout cas n'est pas un outil spécifique qui nous permet de mettre en évidence un déficit de force des éverseurs. Et que si on veut être plus spécifique, mesurer réellement le déficit de force et évaluer ce déficit de force, eh bien il nous faut utiliser un test plus fonctionnel, à l'aide notamment du Myolux Evolution, qui permet là par contre de faire la distinction entre des sujets sains et des sujets instables. Donc d'être plus précis dans la mesure de force des éverseurs, notamment dans la comparaison, dans leur compartiment excentrique, dans la contraction excentrique. Donc l'isocinétisme, c'est pas un outil qui est précis au niveau de la cheville. Toujours dans la notion de faiblesse musculaire, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, il semblerait que les gens qui se soient fait une entorse de cheville ou qui soient en instabilité de cheville présentent un déficit de force plus proximal, notamment des abducteurs de hanche, et puis il y a un papier récent qui parle aussi des extenseurs de hanche. Donc c'est un paramètre qu'il va falloir aller vérifier, mesurer la force des abducteurs en contralatéral, pour voir si on n'a pas un déficit à ce niveau-là, et vérifier qu'avant de remettre le patient sur le terrain, on ne conserve pas un déficit, notamment du moyen fessier par exemple. Et puis pour terminer dans le listing des déficits qu'on avait vu depuis le début, il nous en reste un qui est peut-être le plus difficile à mesurer, le plus compliqué à aller investiguer, à chiffrer, c'est le déficit proprioceptif. Pour mesurer la proprioception d'une articulation, les tests les plus fiables, les plus reproductibles et les plus précis, les plus spécifiques, c'est ce qu'on appelle des matching tests. C'est des tests de repositionnement en fait, et on vient calculer une erreur de repositionnement. Pour la cheville par exemple, si on a plus de 2 degrés d'erreur de repositionnement, ben, on considère que c'est une cheville qui a un déficit proprioceptif. Pour mesurer ça, ben, il nous faut des outils spécifiques qu'on va voir notamment tout à l'heure et qui nous permettent en temps réel d'évaluer correctement la proprioception de la cheville. Attention à ne pas confondre proprioception et équilibre sur plateforme stable ou instable. Ça c'est aussi un webinaire particulier de l'Académie de la cheville sur la notion de proprioception de cheville et de mesure. Je vous invite à aller jeter un œil là-dessus aussi. Voilà un petit peu la somme des tests, des bilans qu'on peut utiliser pour décider du retour sur le terrain. On va essayer d'illustrer un petit peu ça, notamment les deux derniers là qui sont peut-être un peu plus flous parce que pas assez détaillés. Je vais prendre l'exemple de test qu'on fait par exemple à la Fédération française de handball. Donc là vous allez voir un test qui a été fait sur les 22 joueuses de la sélection nationale junior de l'année dernière. Vous avez représenté donc toutes les joueuses de 1 à 22, toutes les joueuses avec leur cheville gauche en orange, leur cheville droite en bleu-vert. Et vous voyez qu'on a une ligne rouge là, qui est un petit peu le seuil en dessous duquel on devient, entre guillemets, à risque sur les paramètres qu'on va mesurer. Ici, en l'occurrence, la proprioception de la cheville, une mesure précise de proprioception de cheville, et vous voyez que, alors, plus de la moitié des joueuses, et c'est normal, elles sont en état de jouer, sont avec des valeurs au-dessus de ce seuil-là. Donc,
avec peu de risques. En tout cas, il n'y a pas de déficit de proprioception de la cheville à ce niveau-là. Mais vous voyez qu'il y a quand même quelques joueuses qui, sur leurs 2 chevilles, présentent un certain déficit marqué au niveau de la proprioception. Notamment la joueuse numéro 8, que je vous demande de repérer, puisqu'on va avoir un intérêt tout à l'heure à la suivre. Deuxième test qu'on fait régulièrement, c'est un bilan de force excentrique des éverseurs, des fibulaires, puisque c'est un facteur de risque fondamental à niveau de la récidive. Et là, vous voyez que la plupart des joueuses sont avec des valeurs quasiment à 100%. On est quand même chez des sportifs de haut niveau, donc les valeurs de force sont en général très bonnes. Mais on conserve certaines joueuses qui, sur le papier, sont sur le terrain, donc pas arrêtées. On voit des joueuses qui sont avec des déficits à nouveau marqués sur ce coup-ci une force excentrique des fibulaires. Et toujours cette fameuse joueuse 8. Pourquoi je vous parle de la joueuse 8? Parce que 4 jours après les tests, elle s'est fait une entorse de cheville à droite, alors qu'elle était considérée comme saine et dans le collectif. Donc, c'est pas une fiabilité scientifique extrême, mais ça vous permet de voir qu'en allant mesurer les bons paramètres, on peut envisager des joueurs ou des joueuses à risque, on peut présumer d'un retour sur le terrain qui serait un petit peu prématuré. Donc voilà un petit peu comment on illustre ça et quels sont les bilans chiffrés qu'on peut mettre en place pour suivre le retour au sport ou en tout cas le suivi d'une saison d'un sportif au niveau de ses chevilles. Donc si je fais le résumé de tout ce qu'on s'est dit, pour mesurer l'ensemble des déficits résiduels qui font suite à une entorse de cheville, pour pouvoir envisager le retour sur le terrain, le retour au sport, on a tout un tas de paramètres. Et en orange, vous voyez tout cela, ce sont les paramètres les plus fiables, les plus facilement utilisables qu'on peut utiliser en cabinet. Donc on a parlé des questionnaires, le A2I, le FAM, le LEFS. On a parlé de l'amplitude de flexion de cheville, on a parlé des abducteurs de hanche, on a laissé tomber les tests posturaux orthostatiques qui n'étaient pas fiables, en tout cas sur la cheville. On a parlé du Y-Balance Test, on a parlé des tests fonctionnels comme les HOP tests, alors il y en a d'autres, des HOP tests, j'en ai isolé 2, mais vous en avez tout un tas d'autres. On a parlé de la faiblesse des éverseurs, on a mis de côté l'isocinétisme, qui semblait ne pas être si fiable que ça sur les pathologies de cheville, et on a plutôt préféré les performances cinématiques en charge, qu'on a vu tout à l'heure sur la mesure de la force excentrique des fibulaires, c'est les graphiques que je vous ai montrés juste avant. Et puis les tests proprioceptifs, analytiques ou fonctionnels. Là-dessus, je vous invite aussi à aller un petit peu plus loin dans les académies de la cheville. Il y a tout un webinaire qui est consacré à ça. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur ces tests-là. Merci de votre attention et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'espère que je ne vais pas dépasser. Pile à l'heure. Donc on va pouvoir passer une petite session de questions-réponses. On va vous laisser le temps bien sûr d'écrire vos questions. En attendant, simplement pour vous rappeler que il y a encore quelques académies de cheville qui sont programmées, et notamment à venir, il y a les protocoles post-ligamentoplastie qui seront animés par Brice Picot là encore et Romain Terrier. Et puis en fin de mois, il y aura un chirurgien de Lyon, le docteur Grisard, qui va nous faire une revue de littérature, pareil, toujours sur le sujet de la ligamentoplastie de cheville. Alors, on a une première question qui est arrivée de Adeline. En quoi les chevillères portées par les sportifs ne sont pas pourvoyeurs de déficit de proprioception de la cheville et du travail musculaire des éverseurs? Alors c'est une très bonne question et qui n'est pas forcément évidente à répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'à la suite d'une entorse de cheville, les recommandations dans un premier temps, c'est de porter des chevillères, je parle de recommandations, c'est de porter des chevillères puisque ça permet de prévenir la récidive. Par contre, et là je suis tout à fait d'accord avec toi, Adeline, le fait de porter une chevillère, ou en fait de porter n'importe quel type d'immobilisation, entraîne un déficit de proprioception et un déficit de force. Donc là où c'est paradoxal, c'est que pour protéger l'entorse, on lui met une protection supplémentaire, mais que cette protection induit à la fois un déficit de force et un déficit de proprioception. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on avait du mal, et c'est bien l'objectif de ce webinaire, on avait du mal à quantifier la proprioception de la cheville, et on avait du mal à quantifier la force musculaire des éverseurs. Maintenant, avec les outils que je vous ai proposés tout à l'heure et les tests, on peut arriver à savoir si notre sportif
à la fin de sa rééducation, il présente encore ou non des déficits de proprio et des déficits de force. Et donc, si on a bien fait notre boulot, si on a bien fait notre rééduc et qu'on ramène notre sportif dans des valeurs saines de proprioception et de force, eh bien on n'a pas besoin de porter de chevillère puisqu'on aura limité les facteurs de risque. Voilà pour ma réponse. Donc l'idée des chevillères, c'est très bien dans le début du retour au sport, dans la fin de rééducation, mais l'idée c'est le plus rapidement possible, on essaye de se sevrer des chevillères, et la plupart des sportifs qui portent des chevillères, ils décrivent de toute façon un sentiment d'instabilité, des sensations d'instabilité au niveau de leur cheville, et quand on va mesurer leur proprioception et leur force musculaire, effectivement il y a des déficits. Sauf qu'encore une fois, jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément les outils pour mesurer directement ces déficits de force ou de proprioception. Voilà, j'espère que j'ai... Alors peut-être enchaîner directement avec le complément d'Adeline. Les sportifs seront-ils prêts à se passer de ces dispositifs potentiellement néfastes? Alors oui, et j'ai pas mal d'exemples en tête à vous donner. Les sportifs, ils sont pas fous. Ils ont une sensation d'instabilité ou de mauvaise sensation parce qu'ils ont un déficit de force et un déficit de proprioception. Si on restaure ces déficits-là et on leur montre qu'il est restauré, ils sont les premiers à vouloir s'en débarrasser parce qu'ils sont aussi bien conscients que la chevillère a tendance à leur créer des instabilités. D'ailleurs, ils ne peuvent pas mettre leur chevillère tout le temps, et quand ils l'enlèvent, ils sont des entorses en général. Donc souvent, ils les mettent en match, puis ils se blessent à l'entraînement, ou ils se blessent quand ils vont courir. Donc si on arrive à restaurer les paramètres de force et de proprioception, qu'on arrive à le présenter au patient, et que lui, en général, va ressentir directement une diminution de ses sensations d'instabilité, il va pouvoir reprendre normalement sans chevillère. Mais effectivement, c'est pas toujours facile parce qu'il y en a qui sont vraiment accros aux chevillères et on a du mal à les en débarrasser. Florence nous demande si on peut détailler le Y balance test. Alors on va pas le détailler trop parce qu'il y a tout un webinaire là-dessus, mais globalement c'est un test qui est dérivé du Star Excursion Balance Test, donc le patient il est en charge sur le membre inférieur qu'on va tester, et on demande d'aller sur 3 essais différents, d'aller toucher le plus loin possible avec l'autre pied, donc la jambe à pas tester, aller chercher le plus loin possible, venir toucher, ce qu'on appelle un light touch, et revenir en position initiale. Il y a 3 directions qui forment un Y, d'où le nom, Y Balance Test. Et on va mesurer la longueur du membre inférieur, et ensuite on va rapporter cette longueur du membre inférieur à la distance qu'il a atteint dans les 3 directions. Et en faisant ce rapport-là, on a un score en pourcentage. Ce score en pourcentage va nous dire si oui ou non il est en situation d'instabilité, enfin, il est à risque ou pas. Par contre, encore une fois, c'est pas spécifique de la cheville. La publication qui fait office de référence, si vous avez de quoi noter, c'est une publication de Gribble, GRI 2BLE, qui date de 2012 de mémoire et qui détaille bien tout ça. Et si vous voulez vraiment un détail complet là-dessus, allez voir sur YouTube la rediffusion de l'Académie de la cheville de Romain Terrier sur ça. Il détaille extrêmement bien les choses. Claire nous demande que faites-vous des examens complémentaires pour évaluer la durée de l'arrêt a priori, nombre de faisceaux et grade d'atteinte? Alors les examens complémentaires, j'imagine que c'est l'imagerie. Eh bien, alors le grade d'atteinte, j'ai répondu tout au début de la présentation. Les grades de Malariopoulos, là, qui sont des grades cliniques, sont un premier indicateur intéressant pour déterminer la durée de l'arrêt. Avec un grade 1 sur la classification de Malariopoulos, hein, pas la classification classique liée à l'échographie qu'on a souvent. Le grade 1, c'est environ 7 jours, le grade 2, c'est environ 2 semaines, le grade 3, c'est 3A, parce qu'il y a un 3A et un 3B, le 3A c'est 30 jours, et le 3B de mémoire c'est 55-60 jours à peu près. Après, le nombre de faisceaux touchés, donc qui va nous donner une certaine laxité, c'est pas forcément le paramètre qui va déterminer la durée de l'arrêt. On peut avoir une cheville qui est complètement, qui présente plus du tout de faisceaux ligamentaires, et si on a une bonne proprioception en compensation, une bonne force musculaire et des tests qui sont plutôt bons, eh bien ça va primer sur l'imagerie. C'est un petit peu comme la lésion musculaire, la clinique prime toujours sur l'imagerie. Donc c'est intéressant d'avoir le nombre de faisceaux, c'est très intéressant de connaître le grade, mais c'est absolument pas ça qui va guider le délai de la reprise. En gros, ça va guider le délai de la reprise,
Mais après, il va falloir affiner un petit peu tout ça, et c'est par rapport à tous les paramètres qu'on vient de voir qu'on va pouvoir être un petit peu plus précis. Adeline, quelle est la perception de l'approche, quelle est votre perception, pardon, de l'approche podologique via des semelles orthopédiques proprioceptives? Alors, il y a quelques papiers là-dessus intéressants. Les semelles orthopédiques proprioceptives, elles portent à mon avis mal leur nom, puisque c'est pas elles qui vont modifier ou en tout cas améliorer la proprioception. Elles ont un gros rôle sur la notion de contrôle postural, qu'on a un peu abordé tout à l'heure. Si elles permettent aux patients d'être dans une situation de meilleur confort, de sensation d'appui qui est meilleure, pourquoi pas? Pourquoi pas, et ça va se ressentir dans les tests. Ça va se ressentir dans les tests si on fait un test par exemple, la Y-balance test ou des lateral up tests ou des forward up tests avec ou sans semelle, et qu'avec les semelles on a des résultats meilleurs et qu'il a la possibilité de les garder dans les activités de la vie quotidienne, et bien pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas dit que ça marche systématiquement, mais pourquoi pas. Eh bien, a priori, on va laisser encore quelques secondes pour s'il y a encore des questions qui arrivent. Donc simplement en complément, Brice Picot a fait beaucoup référence à des webinaires antérieurs, hein. Donc pour rappel, si vous voulez aller plus dans le détail, que ce soit sur les tests proprioceptifs, le Y-Balance test, sur YouTube, il y a une chaîne dédiée à l'Académie de la cheville, hein. Donc il suffit de taper Académie Cheville sur YouTube, et puis vous aurez accès à tous ces webinaires qui ont été enregistrés, comme celui de ce soir, qui est également enregistré, qui sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne. Je précise juste quelque chose, c'est le retour au sport, c'est compliqué parce que c'est pas du tout ou rien, c'est pas du jour au lendemain les tests sont bons donc je le remets sur le terrain. Il y a forcément une notion de progression et on va devoir quand même s'attacher au ressenti du patient, la notion de sensation d'instabilité, et c'est lui qui va au fur et à mesure nous dire bah, je me sens de travailler sur les appuis latéraux, je me sens pas, dans ce cas on va être plutôt sur des outils portés comme des vélos, puis après ça va être de la course en ligne, des changements d'appui, mais le passage en général du changement de la course en ligne et du changement d'appui se fait sur l'ensemble des tests qu'on a vus. C'est là où on met vraiment la notion de contrainte d'appui en jeu. Et le lateral up test et le forward up test, par exemple, c'est sur des tests intéressants comme ça qu'on peut arriver à avoir un ressenti du patient. Il y a à la fois la distance qu'il atteint, mais il y a aussi le ressenti sur lequel il faut se baser. Et on a une question d'Alex concernant le calendrier Mulux. Alors malheureusement je ne l'ai pas en tête comme ça, mais il y a Florentine qui vous fera transmettre par mail toutes les informations, n'ayez pas d'inquiétude. En tout cas d'ici fin avril, hein, le mardi soir, il y aura un webinaire consacré au protocole de reprise post-ligamentoplastie, et puis un webinaire consacré à une revue de littérature par le docteur Grisard sur la ligamentoplastie et arthroscopie. Mais vous aurez toutes les informations par mail en tout cas. Ça, ou sinon il suffit d'envoyer un mail à contact@iccphysio.com et on pourra vous donner toutes les informations là-dessus. Et on dit bonjour à Nabil qui nous dit bonjour. Voilà, Nabil, a priori, il voulait poser une question, mais on n'a pas eu la suite. Donc si jamais c'est le moment ou jamais de compléter la question. Mais sinon, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette nouvelle session. On est ravis d'animer cette formation. Merci à Brice Picot d'avoir fait le déplacement pour venir animer la session. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine pour ceux qui seront encore là. Merci, parfait, merci Nabil, on a répondu aux réponses. Merci, bonne soirée, au revoir.